bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19h30. On va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invitée du jour, Marie-Noëlle Lienemann, bienvenue. Vous êtes sénatrice de Paris, rattachée au groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste, membre de la commission des affaires économiques. Vous allez réagir à différents sujets et notamment au geste de l'exécutif sur les masques, suffisant ou pas, vous nous direz ce que vous en pensez. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui, Samia Dechir à distance. Bienvenue Samia. La commission d'enquête Covid au Sénat poursuit ses auditions. Zoom sur l'Oise aujourd'hui. Oui, c'était le premier cluster en France, mais la commission d'enquête s'est aussi penchée sur les Outre-mer où la situation est par endroits encore très tendue. On verra ça en détail avec vous dans un instant. Quentin Calmet fait partie du club aujourd'hui. Bonsoir, bienvenue Quentin. Éric Dupond-Moretti à l'épreuve du Parlement. Il faut le dire, il enchaîne décidément les maladresses. Oui, on continue à scruter les premiers pas au Sénat de ce personnage hors norme. Fanny Conquier est également avec nous ce soir, bienvenue. Fanny, bonsoir. Sénateurs et députés se sont-ils finalement mis d'accord sur les mesures de sûreté pour les condamnés pour terrorisme ? Oui, ils se sont mis d'accord. Objectif, éviter la récidive, mais il y a encore des voix qui s'élèvent contre ce texte, on le verra. Dans une demi-heure, notre grand débat, nous revenons ce soir sur le sort des jeunes face à la crise. Dans la République, aucun jeune ne doit être sans solution, a dit Emmanuel Macron. Et pour prouver sa bonne volonté, l'exécutif a organisé un grand déplacement à Besançon ce jeudi. 4 ministres, pas moins, dont le premier d'entre eux, Jean Castex. Un déplacement très médiatique et un plan avec une enveloppe de 6,5 milliards d'euros sur 2020-2021. Nouveau plan post-Covid et donc nouvelles interrogations ici sur ce plateau. #ALPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. Mais d'abord donc ce geste du gouvernement pour les familles précaires. 40 millions de masques pour les 7 millions de Français les plus pauvres. Encore insuffisant, répondent certaines associations. Faut-il alors la gratuité des masques pour tous ? Vous nous direz comment vous voyez les choses dans un instant, Marie-Noëlle Lienemann. D'abord les faits, c'est avec Marie Brémaud. Depuis 4 jours, les Français ont l'obligation de porter un masque dans les lieux publics clos. L'objectif, tenter d'endiguer la recrudescence de l'épidémie de coronavirus. Bonjour. Oui, mais voilà, difficile d'assumer cette obligation pour les Français les plus précaires. Nous allons envoyer 40 millions de masques grand public, lavables, réutilisables 30 fois, de manière à fournir 7 millions de Français qui sont au niveau du seuil de pauvreté, qui sont les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. Ces masques devraient être envoyés par la poste aux bénéficiaires dans les jours qui viennent. Par ailleurs, l'assurance maladie remboursera les masques chirurgicaux pour 2 millions de Français vulnérables. De nouvelles mesures annoncées car le coût de l'obligation de porter des masques fait débat. Interrogé hier au Sénat, le ministre des Solidarités et de la Santé y est allé de son petit calcul. Ce masque-là coûte 1 €, il est lavable et réutilisable jusqu'à 30 fois. Admettons que vous utilisiez 3 masques par jour et que vous ayez besoin 30 jours de porter un masque et que vous êtes 4, j'arrive à un calcul qui est plus proche des 15 €, 20 € à la rigueur. Plusieurs associations ou élus de gauche sont montés au créneau pour dénoncer un budget mensuel conséquent. UFC Que Choisir estime ainsi à 100 € le coût moyen par mois pour une famille avec 2 enfants et demande des masques gratuits pour tous. Au sein même de la gauche, l'idée divise. Il n'y a pas de raison que ce soit gratuit pour tout le monde. Il y a des gens qui peuvent tout à fait payer leur masque, Qui peuvent se le permettre. le fassent, voilà. D'autant plus que le prix des masques chirurgicaux a été plafonné à moins d'1 € l'unité, et ce jusqu'au 10 janvier 2021. La gratuité pour tous, l'idée a été écartée par Emmanuel Macron en personne, le président arguant que l'État et le contribuable français n'a pas vocation à payer des masques pour tout le monde, tout le temps. Allons plus loin donc avec vous, Marie-Noëlle Lienemann. 40 millions de masques pour les 7 millions de Français les plus précaires. Est-ce qu'on est là face à un vrai geste social de la part de ce gouvernement ? C'est un geste, mais ce n'est pas une stratégie. Parce que la réalité, c'est que, par exemple, d'ailleurs, toutes les fédérations qui suivent les personnes en difficulté le disent, les travailleurs pauvres ne vont pas être dedans, les familles seules avec plusieurs enfants, vous n'êtes jamais dans les critères. Alors pourquoi la gratuité ? D'abord parce que c'est le seul moyen d'être sûr que personne ne passe à travers les trous de la raquette. Et après, il faut que chacun contribue à proportion de ses facultés respectives, soit à travers l'impôt, soit à travers... Bon. De toute façon, une partie des familles ne feront pas appel à ces masques gratuits parce qu'elles auront acheté les leurs, etc. Comme déjà, on le voit dans un certain nombre de choses. Mais je suis très frappée de cette théorie que la gratuité n'est pas une bonne chose et que tout devrait être proportionnel. Comme je le dis, la preuve est faite que
chaque fois qu'on a des critères pour être pauvre, ceux qui sont au-dessus, en dessous, on n'est jamais dans les bons critères. Pourquoi on a fait la sécurité sociale égale pour tous et qu'on ne fait pas des taux de remboursement en fonction de ses revenus? Parce que c'est un principe pour les droits fondamentaux de la personne, tout le monde doit avoir le même accès. Et pour financer cela, chacun doit y prendre sa part à proportion de ses facultés respectives. C'est une philosophie de l'action. Et moi, je suis très favorable à ces évolutions s'agissant des droits fondamentaux. Parce que justement, j'ai beaucoup suivi les populations en difficulté et j'ai pu observer que, quand il y a des critères, les gens ne savent même pas qu'ils y ont droit. Il y a plein de non-recours. Deuxièmement, il y a des tas de gens qui passent à travers la raquette. Et troisièmement, ça met du temps avant de se mettre en œuvre. Donc des gens qui gagnent plusieurs milliers d'euros, qui gagnent très très bien leur vie. Mais vous croyez qu'ils vont aller chercher le masque gratuit qui leur sera distribué? Une partie d'entre eux achèteront leur masque parce qu'ils voudront qu'ils aient un look et machin, etc. Et même à supposer qu'ils aient oublié leur masque et qu'ils se trouvent que s'ils se trouvent avec une distribution de masques gratuits, qu'est-ce que ça peut faire? On n'a qu'à faire un impôt sur le revenu qui soit juste et proportionnalisé à cela. Je crois qu'une large part des gens qui ont des revenus suffisants n'iront pas chercher les masques gratuits. Et par ailleurs, même s'ils le faisaient, on n'a qu'à faire des prélèvements justes pour le financer. Donc un problème de philosophie là derrière. Oui, et d'ailleurs, je trouve que cette thèse de la non-gratuité, regardez sur les transports. On a les mêmes débats. Pourquoi les gens... Alors, on devrait payer son ticket de métro en fonction de ses revenus? Non. Quand on veut qu'il y ait un accès généralisé, aisé, on doit aller vers la gratuité et, par ailleurs, s'arranger pour que le financement soit adossé sur un prélèvement ou une contribution qui soit juste et proportionnelle, voire même progressive, au regard de ses revenus. Allez, on va poursuivre sur d'autres sujets. Marie-Noëlle Lienemann, c'est l'heure du club. Samia Dechir, on commence avec vous. La commission d'enquête Covid au Sénat poursuit ses travaux. Nouvelles auditions ce matin, notamment des acteurs de l'Oise. Oui, c'était le premier département touché en France, là où le premier patient français est décédé du Covid-19 fin février. La commission d'enquête, elle a auditionné 6 personnes ce matin, des élus locaux, le directeur de l'ARS, le préfet. Des auditions groupées pour chaque territoire, c'est un peu la marque de fabrique de cette commission d'enquête qui procède par département pour essayer de comprendre ce qui n'a pas bien fonctionné pendant la crise et voir comment on peut améliorer à l'avenir la gestion des futures crises sanitaires. Et ce qui est ressorti ce matin, c'est que les agences régionales de santé, les ARS, ne sont pas bien dimensionnées pour gérer ce genre de situation, puisque comme leur nom l'indique, elles agissent à une échelle régionale, mais qu'au sein des régions, elles doivent gérer des départements qui sont bien différents les uns des autres. Et ça, la présidente du département de l'Oise l'a très bien expliqué ce matin. Elle s'est trop souvent retrouvée dans des réunions de l'ARS Hauts-de-France avec des responsables d'autres départements qui, eux, n'étaient pas encore touchés par la crise. Et ça, vous allez voir, ça n'est pas sans conséquence. Alors que l'Oise était bien plus touchée que les autres départements des Hauts-de-France, beaucoup de temps a été perdu en échanges régionaux avec des préfets ou des présidents de conseils départementaux confrontés à des situations très différentes de la nôtre. Je pense qu'il fallait qu'il y ait surtout des points précis, département par département, et qu'on ne s'éparpille pas comme ça sur l'ensemble de la région. Et ça, Samia, est-ce que c'est spécifique à la région Hauts-de-France ou pas? Non, c'est un problème qui est ressorti quasiment à chaque audition. Les ARS pilotent les crises depuis la capitale régionale et qui est parfois bien loin, voire trop loin. C'est particulièrement vrai en Guyane. Là-bas, l'ARS, elle est basée dans une ville qui s'appelle Cayenne. Et à l'autre bout de la Guyane, il y a une autre ville qui s'appelle Saint-Laurent-du-Maroni. Plus de 200 km séparent ces deux villes, c'est-à-dire plus de 3 heures de route. Et la maire de cette ville, Saint-Laurent-du-Maroni, était auditionnée mardi par la commission d'enquête. Et vous allez le voir, la communication n'a pas toujours été facile pour elle avec l'ARS. Dès que nous, élus, nous demandions où étaient les cas, où est-ce qu'on pouvait avoir une carte au moins pour savoir où on intervient pour faire de la prévention, etc., on nous a toujours répondu que ce n'était pas possible. Jamais nous n'avons pu avoir une information fiable de l'ARS pour nous dire à un moment donné où est-ce qu'on peut faire de la prévention pour essayer de limiter la propagation du virus.
Alors, juste après la maire de Saint-Laurent-du-Maroni, la commission d'enquête a donc auditionné la directrice de l'ARS, mais aussi le préfet. Ils étaient réunis à la préfecture à Cayenne pour cette audition par visioconférence et il semblait dire que tout s'était très bien passé. Sauf qu'au même moment, une manifestation était organisée devant le bâtiment contre la gestion de la crise sanitaire en Guyane. Il faut savoir que la Guyane est en ce moment touchée par une vague de contamination assez importante au Covid-19 qui vient du Brésil. Eh bien, les manifestants y réclamaient une politique de santé qui soit plus adaptée à leur territoire. Ils ont fini par investir le bâtiment et du coup, eh bien, l'audition, elle a coupé court. Regardez. C'est l'ARS qui a lancé ce gros paiement. D'accord. Eh bien, écoutez, je suis obligée de vous quitter, mesdames, messieurs. Nous devons évacuer le bâtiment. Merci. Merci, bon courage en tout cas. Ouais, une scène étonnante qui prouve à quel point la situation est bien compliquée. Donc pour l'instant, Samia, si on comprend bien, ce sont surtout les ARS qui sont pointés du doigt dans la gestion de cette crise. Oui, mais elles se défendent, ces ARS. Elles refusent de porter le chapeau de tout ce qui n'a pas fonctionné pendant cette crise. Parce qu'elles ne maîtrisent pas tout, les ARS, loin de là. À Mayotte, par exemple, département qui a été très touché par le nouveau coronavirus, l'ARS est dirigée par une personnalité bien connue, une ancienne ministre qui a été sénatrice, figure écologiste. Savez-vous qui c'est Marie-Noëlle Lienemann à la tête de l'ARS Mayotte ? Non. Non, eh bien, c'est Dominique Voynet. On n'en avait pas entendu parler depuis longtemps, mais vous allez voir, elle n'a pas perdu son franc-parler. Elle dénonce les lourdeurs interministérielles pendant la gestion de cette crise qui était pilotée depuis Paris. Nous avons eu des dizaines et des dizaines d'instructions, parfois redondantes, parfois contradictoires et inadaptées à notre territoire. Une multiplicité de canaux de remontée des informations, très consommatrices en temps, à un moment où on était sous l'eau. Le rythme des visios, avec ou sans ministre, avec ou sans préfet, parfois concrète et productive, notamment au ministère de la Santé, parfois bavarde et inutile. Alors la charge est lourde, elle vise ici donc le gouvernement. Du coup, on a des élus locaux qui chargent l'ARS, les ARS qui chargent parfois le gouvernement. Alors quel est votre sentiment à vous, Marie-Noëlle Lienemann? Est-ce qu'il faut réformer ces ARS qui sont des trop grosses machines ou est-ce qu'il faut chercher à revoir la gestion de la crise, des crises sanitaires, plutôt du côté du gouvernement? Les deux, mon général. Premièrement, je pense que on fait le constat que la France avait lâché prise sur des stratégies organisées de lutte contre les crises sanitaires. Manque de stock de masques, de tests, etc. La disparition de l'Eprus, qui était l'outil qui devait servir à ça, n'a fait qu'accroître cela, plus la rigueur budgétaire qui fait qu'on se disait c'est pas grave, on va acheter les masques en Chine, les tests je ne sais où. Bref, il y avait un vide politique et une manque de stratégie systématique organisée par rapport à l'ensemble des crises sanitaires. Il n'y a pas la seule, il peut y avoir d'autres types de crises qu'il faut maintenant organiser. La deuxième chose, c'est qu'on a payé la destruction et la désorganisation stratégique de notre système de santé, notamment de l'hôpital public. Et les ARS ont été le bras armé du néolibéralisme. Elles étaient super performantes pour vous faire des calculs, faire remonter toutes les statistiques pour vous expliquer que non, il fallait fermer des lits de tels lits. Alors ça, ils sont imbattables. Par contre, un lien direct avec le terrain pour connaître les besoins, adapter ces besoins, programmer des réponses adaptées à ces besoins, faire des évolutions, là, c'est totalement, elles sont, il faut le dire, technocratiques. Il est fondamental, moi je suis pour qu'on les supprime et qu'on réinvente un système de copilotage entre, bien sûr, la responsabilité de l'État, mais aussi les élus locaux. Donc elle est encore au plus près du terrain, au niveau départemental. Peut-être avoir un niveau. D'abord, j'étais contre ces grandes régions là. Le génie du siècle, c'est de faire des grandes régions. On en voit toutes les bêtises aujourd'hui. Donc peut-être à terme, il faudra s'imposer, mais dans l'immédiat, avoir des vrais ARS avec des élus, des antennes départementales et avoir dans le pilotage de ces ARS, non seulement en période de crise sanitaire, mais d'une manière générale, les représentants des élus locaux, les représentants des personnels et des acteurs que sont
dont les médecins de ville, etc. Mais vous voyez, hier soir, on avait Patrick Pelou qui nous disait que l'ARS Île-de-France avait très bien marché. fonctionné. Mais parce que l'ARS, d'abord, lui, il dit ça vu de là où il est, mais il a dit lui-même, et je l'ai entendu hier, dire qu'il fallait repenser la démocratie de notre système de santé. Vous avez regardé l'émission. Absolument. Donc moi, je partage cette analyse. Il faut une démocratie du système de santé. C'est vrai d'ailleurs à tous les étages. Parce que nous avons eu une détérioration dramatique de notre système de santé, qui est pour une part budgétaire, qui est aussi pour une part dans la logique de qui décide quoi et quelle vision on a, avec cette certitude, mais je les ai vus, les gens de l'ARS, ils savent mieux que vous, quand vous êtes élu local, ce qui est bon pour votre territoire. Moi, j'ai été pendant longtemps élu d'une ville de banlieue. Eh ben, je peux vous dire que la concentration des hôpitaux qui vous éloigne quand vous avez besoin d'y aller rapidement et que vous êtes en banlieue, vous n'avez pas toujours une voiture. Déjà, quand vous en avez une, c'est pas simple. Donc, on est vraiment dans un pilotage qui doit radicalement changer. Vous vouliez dire un mot de plus sur les masques rapidement ? Parce que, vous voyez, dans le bilan, il va y avoir l'approvisionnement de masques. Et tout le monde, pendant la crise, la France doit produire des masques. Et puis, on produit des masques et on découvre que les entreprises en ont en trop. Eh bien, justement, la gratuité. C'était le moment de faire des grandes commandes publiques territorialisées qui permettent de faire le point de est-ce qu'on produit assez de masques en France, les bons masques, lesquels, pourquoi, pas lesquels, et aider à la mise en œuvre de ce tissu industriel qui nous garantit dans la durée notre souveraineté sanitaire. Et donc je pense que cette gratuité, elle servirait aussi à accompagner une structuration durable de la production de masques made in France. Allez, fin du chapitre sanitaire. Quentin Calmet, on continue avec vous. Peu d'indulgence là aussi, avec un nouveau membre du gouvernement, Éric Dupond-Moretti, sur le grill de la commission des lois du Sénat. Vous nous avez d'ailleurs parlé de cette audition hier. Vous y revenez aujourd'hui parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à en ressortir. Le garde des Sceaux, on peut le dire un peu vulgairement, mais il enchaîne les boulettes. Oui, et Rebecca, hier on avait vu ensemble qu'effectivement Éric Dupond-Moretti n'avait pas encore eu tous les cadrages budgétaires pour son ministère. Eh bien, il y a un autre point sur lequel le ministre s'est un peu pris les pieds dans le tapis. On voulait y revenir aujourd'hui, vous allez voir. On a même pensé qu'on avait là un vrai scoop, ce qui n'est pas banal, faut le dire, à l'occasion d'une commission ou d'une audition en commission, mais c'est sur la réforme du parquet. Alors de quoi on parle ? On parle de garantir l'indépendance des procureurs en éloignant leur nomination, la nomination de ces magistrats du parquet, des ministres et de l'exécutif. Eh bien, la révision de la Constitution sur ce sujet, elle est dans des tuyaux depuis des années. Éric Dupond-Moretti a même dit qu'il y était favorable, depuis longtemps lui aussi. Le texte est prêt, voté par les deux chambres du Parlement, sauf que la révision constitutionnelle, elle s'est arrêtée depuis l'affaire Benalla. Et donc, hier, les sénateurs, à l'occasion de cette audition, ils ont redemandé à Éric Dupond-Moretti, pouvez-vous relancer cette réforme de l'indépendance du parquet et ce volet-là exactement? Eh bien, écoutez la première réponse du nouveau garde des Sceaux. Les magistrats, et particulièrement ceux du parquet, attendent cette réforme. Et il s'agit d'inscrire, de graver dans le marbre de la Constitution une pratique que ce pouvoir a toujours respectée. Voilà, donc la réponse est oui. Vous nous annoncez aujourd'hui que le président de la République va convoquer le Congrès pour faire adopter définitivement cette révision de la Constitution qui a été votée en termes identiques par les deux chambres. C'est ce qu'il a dit. C'est un scoop. Je vous remercie de cette information. Aïe, aïe, voilà, aïe, aïe. on voit le petit flottement. Vous voyez venir la suite, j'imagine, Rebecca. Alors, ça peut sembler être un détail, mais c'est très important, celle de l'indépendance du parquet au sein de notre système judiciaire. Il ne manque plus qu'un référendum ou le vote du Parlement réuni en congrès pour l'entériner. On croit donc avoir là une annonce, sauf, regardez l'extrait suivant, ça se passe une demi-heure plus tard dans la même audition de la commission. Il y a une précision, m'autorisez-vous, Monsieur le Président ? Je vous le demande. À préciser à Monsieur le sénateur Sueur que la réforme constitutionnelle, évidemment je la souhaite, c'est évidemment le Président qui décide de réunir le Congrès, vous le savez. Mais les choses vont mieux en le reprécisant D'accord. Non mais ce que j'ai dit au Président de la République et ce qu'il m'a dit, voilà, n'a pas à être dévoilé ici.
Voilà, il se prend légèrement les pieds dans le tapis, hein, Rebecca. Il y a bien une volonté politique sur ce sujet, on l'a entendu, hein, de l'indépendance des procureurs, mais absolument pas d'annonce sur la révision constitutionnelle. Bon, Quentin, faut le dire, Éric Dupond-Moretti est ministre depuis 15 jours. Il faut forcément, j'imagine, un peu de temps pour prendre connaissance des dossiers, non? Bien sûr, et ça a été dit hier, là il fait face à des sénateurs qui travaillent sur certains sujets depuis des années. Mais le problème, c'est qu'Éric Dupond-Moretti, il ne dispose pas forcément de beaucoup de temps, hein. Même lui, il le dit, il lui reste 600 jours. Il martèle ce mot, cette expression des 600 jours dans ses interviews. Et ça, c'est les 600 jours jusqu'à la fin de ce quinquennat. Et d'ailleurs, sur certains dossiers, il a même expliqué qu'il ne pourrait pas aller au bout de certaines réformes, comme par exemple la réforme sur l'école de la magistrature. On l'a senti finalement très concerné par la justice du quotidien, mais son ministère concerne beaucoup d'autres sujets, comme là, hein, sur la révision constitutionnelle. Et donc, certains sénateurs sont un peu déçus. Écoutez par exemple Catherine Troendlé, vice-présidente LR du Sénat. J'étais un petit peu déçue, pour ne pas dire très déçue, dans la mesure où je connais cet homme dans une vie antérieure. J'ai trouvé qu'il était plutôt quelqu'un de très courageux, c'est pour ne pas dire un peu rebelle. Il a été bon quand on lui a posé des questions sur son domaine de prédilection qui est le pénal. Il s'est complètement affranchi de son discours et il a fait des réponses très circonstanciées, très motivées. Mais par ailleurs, par rapport aux annonces, très honnêtement, en 600 jours, nous dire qu'il ne peut pas faire grand-chose, 600 jours c'est énorme. Quand on veut, on peut. Et donc, pour finir, Éric Dupond-Moretti était à nouveau au Sénat ce matin. On a essayé de lui tendre un micro. Plusieurs textes finissaient leur course législative, vous en parlerez avec Fanny tout à l'heure, mais on lui a simplement demandé comment est-ce qu'il vivait son entrée dans l'arène parlementaire. Il nous a répondu du mieux possible. En fait, il ne voulait pas trop parler aux journalistes ce matin. Peut-être un peu échaudé aussi par cette une de Libération. Je voulais finir en vous montrant cette une qui titre Éric Dupond-Moretti, un ministre à la peine. D'où cette question aussi pour vous, Madame Lienemann. Il y a ces débuts jugés un peu poussifs, mais est-ce que c'est pas un peu trop tôt pour être aussi sévère? Oui, c'est trop tôt. D'abord parce que moi, je suis toujours assez dubitative sur toute cette thèse des ministres de la société civile. Je sais bien que les politiques ont une mauvaise image et elle n'est pas toujours infondée, mais elle l'est dans bien des cas. Parce que on n'est pas politique comme profession. On est politique parce qu'on a acquis par son militantisme, par ses engagements, quand on a été élu local, élu national, on a acquis des compétences, des savoirs qui permettent de faire un lien entre le fonctionnement de l'institution publique et l'attente des Français, ou en tout cas d'une partie des Français, ce qu'on représente, les idées qu'on représente. Et ça vous donne des compétences particulières qui fait que même quand vous arrivez ministre sans être hyper spécialiste de votre domaine, moi la première fois que j'étais ministre du Logement, je n'étais pas une spécialiste de ce domaine-là, vous avez cette expérience derrière vous qui vous permet d'abord d'avoir une certaine prudence dans ce que vous dites au démarrage et de savoir que pour asseoir une position, elle doit être validée par d'autres. On ne décide pas de la même manière quand on a une conviction personnelle et quand on représente l'institution. Et donc déjà, les ministres de la société civile, ils croient que leur conviction, leur panache va permettre d'affirmer et de faire bouger les lignes. C'est une erreur stratégique. Mais de l'autre côté, je trouve injuste que les politiques fassent une espèce de vengeance à essayer de mettre dans l'arène comme le taureau qu'on veut abattre pour montrer voyez, ces gens de la société civile, ils sont pas capables. Moi, j'ai tendance à penser que il faut que du côté d'Éric Dupond-Moretti, il cerne réellement sur quoi il a des engagements du Premier ministre et du Président qui lui permettent de s'engager, sur quel sujet il peut commencer à tracer un chemin qui devrait être prolongé ensuite. Et j'attends de mes collègues qu'ils soient plus exigeants sur les actes et moins sur les propos. Et l'acte principal dans la justice aujourd'hui, c'est de l'argent et du budget. C'est dit. Fanny Conqui, on termine avec vous. Députés et sénateurs se sont donc mis d'accord sur les mesures de sûreté concernant les ex-détenus condamnés pour terrorisme. Oui, effectivement, Rebecca, je vous propose tout d'abord de rappeler le contexte. 534 personnes sont actuellement détenues pour des actes de terrorisme en lien avec la mouvance islamiste. Et d'ici la fin 2022, 154 seront libérés. Et ces libérations, elles posent question. Dans le contexte de la radicalisation, comment éviter la récidive? Et puis aussi, comment concilier la nécessité de protéger la population et
de respecter les droits des personnes condamnées. Une proposition de loi a été déposée en mars dernier par des députés de La République En Marche à l'Assemblée nationale. Objectif, instaurer à l'issue de leur peine des mesures de sûreté pour ces personnes condamnées pour terrorisme. Après discussion dans les deux chambres, donc la commission mixte paritaire a trouvé un accord hier. Que contient le texte précisément ? Alors tout d'abord, ces mesures de sûreté concernent les détenus qui avaient été condamnés à des peines supérieures ou égales à 5 ans ou bien 3 ans en cas de récidive. Autre critère, à la fin de sa période d'incarcération, l'individu présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie. Alors, parmi les mesures qui peuvent être imposées pour surveiller ces anciens détenus, il y a le fait de répondre aux convocations du juge d'application des peines, se présenter périodiquement au service de police, prévenir des changements d'emploi, de résidence ou de tout déplacement supérieur à 15 jours. Il y a aussi l'interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes, de paraître dans certains lieux. Et puis, il y a le port du bracelet électronique avec l'accord de la personne. Ces mesures de sûreté, elles sont ordonnées pour une période d'1 an qui peut être renouvelée avec une durée maximale de 3, 5 à 10 ans selon les cas. Un texte qui a été soutenu, on parlait tout à l'heure d'Éric Dupond-Moretti, un texte qui a donc été soutenu ce matin par le nouveau garde des Sceaux. Écoutez. Qui était contre. Non, non et non. Je n'ai pas été pris soudain d'une folie liberticide. Et je n'ai pas le sentiment du tout de m'être renié. Si cette proposition de loi avait consisté à maintenir en détention des condamnés après qu'ils aient purgé leur peine, alors, bien sûr, je ne l'aurais pas portée. Mais il est ici question de toute autre chose. Le condamné a purgé sa peine, il sort de détention, mais un certain nombre d'obligations lui sont imposées par un magistrat de l'ordre judiciaire. Sauf que Fanny, le principe même d'instaurer des mesures de sûreté à l'issue d'une peine, ça pose question. Oui, effectivement, pour certains, il s'agit d'établir une peine après la peine. Et le Conseil national des barreaux l'a rappelé, nul ne peut être à nouveau poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits. Le risque de récidive, ce n'est pas la récidive et que des critères de dangerosité supposés ne peuvent remettre en cause les garanties de l'état de droit. C'est aussi le point de vue défendu en séance ce matin par Jean-Yves Lecomte, sénateur socialiste. Écoutez. Il est hors de question d'accepter une société où on remplacerait la culpabilité par la dangerosité. On supprimerait le code pénal, on le remplacerait par un code de la sûreté. Le principe, c'est on ne condamne pas 2 fois, il n'y a pas de peine après la peine. Alors d'autres posent aussi la question de l'efficacité et de la possible contre-productivité de ces mesures, comme le bracelet électronique. Écoutez Éliane Assassi, présidente du groupe communiste au Sénat. Certes, il ne s'agit pas d'une rétention de sûreté, on est d'accord, et nous l'avons bien compris, mais il s'agit bel et bien d'imposer à des condamnés qui ont purgé leur peine d'autres mesures contraignantes au quotidien, comme pour leur signaler qu'aucune confiance ne leur est faite et que leurs faits passés les poursuivront, possiblement jusqu'à 10 années après avoir purgé leur peine. Est-ce que cela les convaincra de ne pas récidiver ? Je ne sais pas, mais la question peut être posée. Alors Marie-Noëlle Lienemann, justement, qu'en pensez-vous ? Est-ce une peine après la peine qui peut être contre-productive ? Et en même temps, comment éviter la récidive selon vous ? Écoutez, d'abord, je crois que dans les périodes que nous vivons très troublées, il faut rester sur les principes fondamentaux de notre droit et de notre République. On ne peut pas considérer qu'une fois que la peine est réalisée, on se trouve dans une situation d'être suspect à vie de poursuivre, même si j'ai conscience que statistiquement, on a tendance à considérer dans les études que, s'agissant des terroristes, la plupart d'entre eux restent accros à l'idéologie qui a amené leurs gestes. En même temps, la plupart d'entre eux, c'est pas 100%. Et on voit bien qu'avec l'intelligence artificielle, toute une série de choses, on commence à vous expliquer qu'il y a des prédictions
vous êtes, parce que vous auriez telle ou telle origine statistique, vous êtes prédisposé à faire cela. Mais là, où est la liberté individuelle? Où est la responsabilité de chacun? Et si on commence à vous considérer comme un cas statistique plutôt qu'une personne citoyenne responsable, on change de société. Alors je sais bien que nos concitoyens ont raison de s'inquiéter sur les risques, mais il y a aussi d'autres façons de suivre les personnes qu'on considère à risque. Les services de renseignement. Voilà. Donc moi je reste convaincue qu'il y a massivement à faire un travail de réorganisation de services de renseignement sur le terrain. En plus de ça, ça ne vous empêche pas d'aller au commissariat. Rappelez-vous, je ne sais plus, c'est pas Saint-Nicolas du Rouvray, vers Rouen. La personne, elle était en période de sortie pendant 2 heures de chez elle. Elle a trucidé pendant ces 2 heures. Donc l'efficacité est quand même très relative. Et au contraire, j'ai tendance à penser qu'il vaut mieux être dans une stratégie de veille structurelle, attentive et bien organisée plutôt que ça. Je voudrais dire aussi une chose. Rapidement, Marie. C'est que les mêmes études qui vous disent que les gens radicalisés se déradicalisent que très, 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 très peu, vous expliquent qu'une partie des gens se radicalisent parce que, notamment à travers Internet, les algorithmes qui font que quand vous regardez un film violent, on va vous envoyer plusieurs fois des films violents. Vous savez, vos préférences. Moi, ça m'exaspère. On passe son temps à dire vos préférences, mais j'en ai 25 000 de préférences. C'est pas parce qu'une fois j'ai cliqué un truc que je suis une préférence. Et vous enferme dans ça. Et on sait que les mécanismes de radicalisation, notamment djihadistes, s'opèrent à travers des mécanismes. Donc moi, je demande à ce qu'on interdise ce type d'algorithme qui enferme les gens et qui les pousse à une logique de plus en plus radicalisée. Et on a entendu l'appel. Merci infiniment Marie-Noëlle Lienemann d'avoir participé au dernier club de la saison. Merci à nos 3 chroniqueurs d'avoir été avec nous. Et LPL continue en direct. On se retrouve dans une seconde.